On est en live, non? On est en live, ça y est. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais enlever mes lunettes en fait parce que je vois pas de loin. Moi, je vais pas faire Je suis pareil parce prêt. que sinon, je vois plus rien. Ouais, t'es debout en plus, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci. Alors je vois que les connexions arrivent là. On est assez nombreux aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir dans nos webinaires sur les questions de QET, de santé mentale au travail. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on a un thème très d'actualité comme d'habitude, mais qui intéresse beaucoup de monde. Et pour traiter de ce thème, donc qui est la question de la stratégie de l'engagement des collaborateurs et de la qualité de vie au travail dans un contexte de forte transformation et puis dans un contexte particulier aussi de management hybride. On va aborder toutes ces thématiques-ci. Pour parler de ce thème, aujourd'hui, on a deux personnes avec nous. On a côté Zest David. David, bonjour. David Guillochot, qui est directeur général de Zest. Et on a Jean-François Hod, qui est DRH d'Aviva, qui est en train de se connecter, qui arrive, qui va nous rejoindre. David, ce que je te propose, c'est que pour démarrer, tu puisses te présenter et puis dire rapidement qui est Zest, ce que vous faites, parce que si je t'ai proposé et demandé de venir aujourd'hui, c'est justement pour bénéficier de ce que fait Zest sur les sujets de l'engagement des collaborateurs en cette période. Ouais, merci Camille. Je pense que c'est effectivement un bon moment pour parler de tous ces sujets qui concernent beaucoup d'entreprises et on le voit avec votre participation aujourd'hui. Et en plus, on a un client commun. Donc, ce voilà, qu'on attend et de présenter. Donc, Zest Me Up, rapidement, c'est une entreprise innovante qui a 35 collaborateurs, qui est basée à Paris et à Biarritz, française, et qui a comme mission d'équiper avec une solution digitale la meilleure possible les humains qui veulent dans leur organisation les rendre plus épanouissantes et performantes. Donc on va traiter des sujets d'écoute, bien entendu, mais aussi des rituels de management et du feedback. Tout ça au travers d'une solution web et mobile avec, bien entendu, beaucoup de valeur ajoutée. Depuis quelques mois et quelques trimestres maintenant, ça s'est vraiment accéléré par rapport aux éléments d'environnement et de contexte que tu évoquais. Merci David. Alors pour les participants, pour ceux que je connais, ceux que je connais pas, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas, c'est que je me suis pas introduit. Je suis Camille Puech, je suis un des dirigeants de Cali Social. Et nous, Cali Social, ça fait moi personnellement, ça fait 13 ans que j'accompagne les organisations sur les enjeux de santé mentale. Le webinaire, il a un modèle extrêmement interactif. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vois que plein de gens nous ont dit bonjour à tous, bienvenue, c'est super, c'est hyper interactif, c'est un modèle très interactif. Là, on est sur un modèle discussion. L'objectif, c'est de mettre des professionnels autour de la table, des personnes qui ont l'expérience du sujet pour justement itérer sur quelles sont les problématiques que l'on rencontre, à quoi on fait face, comment on les a résolues. Et c'est de manière très interactive avec les participants. Il y a le chat. N'hésitez pas à poser vos questions en temps réel. On lit les questions en temps réel dans la conversation et justement on les prend pour y répondre et puis pour alimenter justement l'échange et la conversation. En plus de ça, c'est vrai qu'on a un métier, enfin les questions d'engagement, de qualité de vie au travail, de santé mentale, ça concerne beaucoup de monde dans des milieux différents. Le but de ces webinaires, c'est aussi de faire se rencontrer les gens et de faire discuter entre pairs sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à nous indiquer dans le chat déjà d'où vous venez, parce que c'était intéressant, David. Tu disais que vous étiez à Paris et à Biarritz. Donc n'hésitez pas dans le chat de nous dire d'où vous venez, parce qu'aujourd'hui, on est tous présents un petit peu partout. Alors moi c'est un peu triste, je suis à Paris. Surtout qu'il pleut énormément aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous êtes, s'il y en a de Biarritz, de Bretagne, etc. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire votre poste, ce que vous faites. Est-ce que vous êtes psychologue? Est-ce que vous êtes DRH? Est-ce que vous êtes manager, salarié? Bref, n'hésitez pas, comme ça au moins ça nous permettra tous de savoir un petit peu où on est. Il y a encore des gens qui se connectent, donc bienvenue à ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Camille, on peut peut-être partager un peu le premier vote, enfin le premier sondage, comme ça, pour avoir un peu une prise de température sur la reprise voilà, de ces derniers mois. Ça permettra peut-être d'avoir. Très bonne idée, très bonne idée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jean-François, notre invité, est en train de se connecter. J'ai des informations.
J'ai des informations de connexion. On est en pleine. Voilà, il y a tout l'équipe technique. Très bonne idée. Alors attendez, Je on viens va de le envoyer un faire. vote. Je viens Tu de le l'as faire. fait? Ouais, je viens de le faire. Super. Bon bah alors vous êtes tous invités à participer au premier sondage. Et puis je dis bonjour à tout le monde. Hop, Marie-Sophie, vous avez bonne mine Camille, fait bon de travailler chez Cahier Social. Bah écoutez, c'est gentil. Ouais, bah oui. Et puis bon, l'été est encore assez proche peut-être, je sais pas. Courbevoie, Clermont-Ferrand, au soleil, sympa. Arras, ah oui, il y a du sud, il y a du sud, dans le Var, pluie. C'est bien, on a la météo de la carte de France. Montpellier, météo ensoleillée. Alors, c'est toujours pareil en fait. En bas, c'est le soleil, en haut, il pleut. Consultante RH, code certifié. Christine de Toulouse. Ah, il y a les Parisiens quand même. Responsable RSO QVT. Super. Alors, je regarde les votes. N'hésitez pas à voter. Alors, dans le chat, vous avez les votes qui s'affichent. Pour vous, la reprise est synonyme de enthousiasme, inquiétude, pas de changement. Puis on va attendre 3 minutes qu'il arrive à se connecter pour démarrer. Bon, la météo Et est puis plutôt pas sinon, mauvaise sur ce sondage, enfin, sur les réponses là. On a un public plutôt qui a plutôt une bonne mine, on va dire. En tout cas, vu par rapport à la question. Tunisie. On a Maher qui nous vient de Tunisie, directeur qualité chargé de la certification. C'est là pour le coup. Maher, dis-nous si s'il fait beau en Tunisie aussi. Je vois que Jean-François se connecte, se déconnecte. Bon, j'espère que les problèmes techniques vont se résoudre et qu'on va pouvoir rentrer parce que ma première question, en fait, elle était destinée à Jean-François. Je voulais qu'il nous explique, mais sinon, si vous voulez qu'il nous explique un petit peu justement comment il avait géré la période de la Covid et quelle était sa vision de l'engagement, de la qualité de vie au travail chez Aviva. Comme tu le disais, David, à tous, hein, Aviva, c'est un client commun de Quali Social et de Zest. C'est pour ça qu'on fait cet événement à trois parce que Aviva a mis un dispositif en place et je trouvais que c'était hyper intéressant comme enseignement. Donc, au pire des cas, si Jean-François n'est pas connecté dans 2 minutes, ce que je te propose, David, c'est qu'on commence à expliquer un petit peu finalement le dispositif qu'on a déployé, parce qu'on on n'est pas au cœur du réacteur, mais Oui, on on est tous accompagne les les deux équipes, sur tout à fait. voilà, donc on pourra en parler quoi. Ce que je peux faire en attendant, parce que je sais que tu avais cette question, on va peut-être l'avancer voilà, tu avais une question sur comment on avait vécu Zest effectivement cette période très particulière, voilà, Ouais. depuis la crise Covid, on va dire, hein, le démarrage de cette pandémie avec des épisodes, voilà, de stop, arrêt, accélération, freinage, et on espère, voilà, un peu de permanence, mais c'est quand même assez incertain. Et bien, simplement pour dire on l'a géré aux côtés de nos clients, c'est-à-dire que ça a été une période, je crois que ça a été très intense professionnellement pour toutes les équipes de Zest. On a eu 0 chômage partiel, c'était vraiment très 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 intense. On a décidé d'investir auprès de nos clients, d'être à leur côté, de changer la roadmap du produit pour faire des fonctionnalités qui étaient plus pertinentes, notamment par rapport à cette distanciation sociale qui était imposée par le confinement. Et donc on a vraiment été au four et au moulin avec nos clients, et on a fait des webinars, on en a fait plus de 20 pendant la période, on a fait des petites cliniques, entre guillemets, pour parler du lien social, pour parler de l'isolement, pour parler de choses qui étaient vraiment sensibles dans ces moments-là où on allait dans l'inconnu. Hein. Je pense que tous autant que nous sommes, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, qui n'était pas génial, mais qui était quand même assez unique. Et on a travaillé, et on a fait des modèles de questionnement pour questionner les organisations, y compris celles qui étaient au chômage partiel, pour garder le lien et pour savoir comment elles vivaient cette expérience. Donc, c'était vraiment une mobilisation générale, et c'est vrai d'avoir vu certainement parmi l'audience aujourd'hui des personnes qui étaient en première ligne pour appuyer leur organisation, leurs collaborateurs. C'était une aventure humaine extraordinaire. Voilà, et un vrai marathon. David, excuse-moi, je t'interromps. Je vais clôturer les votes parce que en fait, quand tu évoques un petit peu ce qui a été vécu, je partage les résultats parce que donc la question c'était
c'était de savoir si la rentrée était synonyme d'enthousiasme, d'inquiétude ou pas de changement. On a 53% des répondants qui nous ont dit enthousiasme, pas de changement 15% et inquiétude 32%. Donc une personne sur trois, une personne sur deux est enthousiaste, une personne sur trois est inquiète et donc le reste, une personne sur six. Et donc de fait ne voit pas de changement. Toi, parce que l'avantage de Zest, moi je pourrais partager un petit peu ce qu'on a vu chez Kelly Social, parce que nous on a accompagné près de 10 000 personnes sur la période, et là j'ai pas le nombre de personnes qu'on a accompagnées en septembre et en octobre, mais j'ai les statistiques justement de ce que vivent les gens à l'heure actuelle. Toi, avec vos données, est-ce que tu peux dire bah, est-ce que tu as vu un désengagement lié au confinement et est-ce que tu vois un engagement dans la reprise? Est-ce que matériellement, les stats montrent ça? Quel est le feedback de Zest qui a, parce que vous avez beaucoup de salariés, d'ailleurs, tu peux nous dire combien de salariés vous avez sur, Il sur y a Zest plus de 150 000. 150 000, Donc, ouais, donc c'est énorme. qui sont chez à peu près 200 clients, donc avec des secteurs très différents. Hein, donc, bien entendu, la météo, tu parlais de la météo régionale, elle était différente selon qu'on était commerce essentiel, pas commerce essentiel. Enfin, il y a eu beaucoup, bien entendu, pendant cette période. Et encore aujourd'hui, par exemple, la difficulté sur les matières premières touche des secteurs d'activité, particulièrement sur les chaînes de production, d'approvisionnement. Donc, les contextes peuvent être assez différents. Mais de manière macro, je pense qu'on l'a constaté, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier, enfin la première mi-temps, on va dire, de cette période a quand même été assez bien gérée humainement. Il y a eu ça ne veut pas dire qu'il y a eu 100% et zéro décrochage, zéro, mais c'était quand même en masse plutôt bien géré, et notamment grâce au RH qui est aux organisations et aux mesures aussi qui ont rassuré un peu tout le monde sur la sécurité de l'emploi, sur un certain nombre de choses. Et par contre, ce qu'on a constaté sur la deuxième mi-temps, eh bien, c'est cette fatigue un peu lancinante qui s'accumule, psychologique et physique. Et on a vu non pas un décrochage massif, global, mais des décrochages plus nombreux et peut-être plus bas, on va dire ça comme ça. Donc avec des décrochages plus intenses. Et du coup, comme dans notre collaboration, c'est comme ça que l'on fait. C'est-à-dire que nous, on est un peu l'outil du quotidien, voilà, du management de l'entreprise. Et effectivement, on aide aussi à remonter des situations ou à détecter des situations qui nécessitent votre accompagnement en particulier. C'est le cas chez Aviva, alors que maintenant on va appeler Abeille Assurance, très certainement d'ailleurs. Et voilà, donc voilà, pour te dire ça. Et là, au moment où on est presque sur la troisième mi-temps, quelque part où on sort un peu du terrain confinement, et bien ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux situations. Et l'un des sujets les plus importants, c'est quand même le télétravail. Qui fait débat, et on a deux profils d'entreprise, de situations. Les organisations qui, quelque part, veulent revenir à une espèce de statut où le télétravail est très marginal, et puis des organisations où le télétravail a été plutôt intégré dans le nouveau mode d'organisation, bien entendu sur les secteurs d'activité qui peuvent se permettre de faire du télétravail. Et là, on voit un décrochage, on va dire un désalignement entre les collaborateurs dans les organisations pour qui le télétravail et pas quelque chose qui s'intègre dans le mode de fonctionnement un peu plus normalisé. Et donc il y a un peu de désaffection. Et c'est vrai qu'on a quelques statistiques avant-coureuses qui corroborent des statistiques plus globales de collaborateurs qui cherchent éventuellement, qui se désengagent jusqu'à chercher un autre employeur. Ouais. Un risque sur la rétention des collaborateurs dans ces entreprises-là. Alors je vais mettre une parenthèse, c'est hyper intéressant, on va approfondir là-dessus. Alors, problème technique, je suis en même temps, je lis. Là, on a notre invité Jean-François qui, là, avec ses conditions, peut pas participer au webinaire. Donc, c'est les joies du direct. Hein. Ouais, je vois ça. C'était pas du tout prévu. Alors, il y a plein de choses qu'on peut raconter, mais on peut pas faire du Jean-François Aude à la place de Jean-François. On peut pas faire du Jean-François Aude sans Jean-François Aude. Il devait nous expliquer tout ce qu'il a fait sur les 18 derniers mois. Il faut savoir que Aviva, tu l'as dit, devient Abeille Assurance. Donc, ils ont été rachetés. Ils ont confinement.
en transformation, en intégration, donc ils vivent un grand nombre de transformations qui font que les salariés, les managers sont exposés à plein de situations. Et donc l'idée, c'était qu'ils viennent nous expliquer, un, comment il a analysé la situation, et deux, comment il faisait pour justement maintenir l'engagement dans cette période, parce que ce que tu dis, David, ça s'applique à Viva, évidemment, comme à toutes les entreprises, il y a un effet désengagement, un effet fatigue provoqué par la crise. Nous, on le voit chez Quali Social avec les salariés qu'on accompagne. Il y a une hausse, les tendances dépressives, les états dépressifs chez les Français. On est passé de 9% à 20%. L'anxiété a fortement augmenté, elle a pris 50%. Bref, on a des chiffres qui sont pas très très bons en santé mentale, qui sont pas très bons en engagement au travail. Aux USA, on voit un nombre 40 millions de travailleurs qui ont démissionné, un nombre incroyable. Ils savent pas faire face en fait. Après la crise des matières premières, il y a la crise humaine en fait qui est en train de se mettre en place où la fatigue prend le dessus et les gens quittent le travail. Alors on essaye une technique. Ouais, je crois Donc qu'on va essayer de l'avoir par téléphone quelque part. on Voilà. va essayer de l'avoir par Ouais, téléphone. ouais. Ouais, je vois ça Et qui se ce que tu dis positionne. est intéressant. Et je pense que globalement, les ascenseurs, enfin les amortisseurs plutôt, étaient beaucoup moins en place aux États-Unis qu'en France. Et donc, même s'ils sont réputés très très résilients, collectivement et individuellement, ils ont quand même eu une usure assez importante. Et nous, on voit bien la différence entre des organisations qui sont mûres sur le sujet de l'engagement, qui ont fait de la prévention, qui ont travaillé le management, on va dire la posture managériale, enfin, voilà, et qui ont justement cette infrastructure à disposition pour bien sûr accompagner les cas les plus délicats, les plus difficiles, et aussi créer une dynamique positive. Et on le voit, il y a des organisations où le taux d'engagement est élevé actuellement. Alors, on me dit dans l'oreillette que Jean-François est là. Jean-François, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends relativement bien. Et vous? Bon. Écoute, c'est pas mal. Dans le chat, dites-nous Alors, comment vous entendez vraiment Jean-François. navré pour ces problèmes de technique ou de technologie et de compatibilité de réseau. On essaiera de faire mieux une prochaine fois, naturellement. Et je suis très heureux de vous rejoindre. Et donc, j'espère quand même qu'en dépit du téléphone, vous m'entendez relativement bien de votre côté et que les auditeurs et les participants de notre webinaire m'entendent également. On a l'impression de faire une émission de radio un petit peu webcastée, donc merci Jean-François de nous faire découvrir. Un peu plus dans le contexte que nous connaissons. Alors, bon bah écoute, en tout cas merci Jean-François d'avoir. J'ai pu piloter tout ce qui s'est passé sur ces 20 dernières minutes. Donc en termes de résilience pour être là, je vois que tu as tout essayé. Est-ce que on s'est présenté, David et moi, évidemment, on a commencé à introduire le sujet. Est-ce que Jean-François, pour les personnes qui sont présentes avec nous, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, naturellement, j'essaie de faire ça rapidement. Donc, Jean-François, je suis en charge au sein d'Aviva directement de la fonction RH et je chapeaute également les fonctions communication interne et externe, organisation, espace de travail et sécurité. Je suis arrivé chez Aviva il y a bientôt 3 ans, parce que c'était fin octobre 2018. Après une carrière de 25 ans dans le monde de l'assurance, soit dans la partie technologique, informatique et nouvelles techno et innovation, soit dans les parties achat et logistique. Et enfin, et c'est la plus longue partie de ma carrière, dans la fonction RH, aussi bien dans des fonctions opérationnelles de DRH, d'activité, de business, que de directeur des relations sociales dans un groupe au moment où il allait faire un plan social. Je vous vois en plus sur l'écran. Donc voilà, 2 mots peut-être rapidement sur Aviva, on parlera de l'histoire d'Aviva. Oui, ça allait être ma question, vas-y. En France, d'assurance qui est organisé autour d'une UES où on a 3000 collaborateurs et nous avons hors UES 2 autres filiales, Épargne Actuelle qui est un courtier captif en vie, qui est le plus gros courtier vie de France, et UFF qui est une banque, qui est un réseau bancaire, de banque privée, patrimoniale,
mais qui sont donc hors US. Ok, et Une présentation rapide. est-ce que tu peux nous parler du contexte, on l'a un peu cité rapidement, mais du contexte d'Aviva sur les 12-18 derniers mois pour bien situer pour toutes les personnes présentes ce qu'a vécu et ce que vit Aviva et ce qui fait vos spécificités. Alors j'espère que... Alors, on n'entend plus là. Je continue. Ok. On a connu deux histoires en parallèle. Une histoire que tout le monde a connue, qui est celle qui a été écrite par le couple fantastique de Madame Covid et de Monsieur Confinement. Et comme tous les Français, et comme beaucoup de concitoyens à travers le monde, nous avons vécu depuis 2020 des périodes de confinement, des périodes de semi-déconfinement, en alternant tout cela. Voilà. Le seul petit point qu'il faut noter, c'est que nous étions sans doute pas mal prêts à subir cela pour trois raisons. C'est que premièrement, chez Aviva France, depuis 2017-2018, tous les collaborateurs avaient été dotés d'un ordinateur portable, puis d'un téléphone portable en plus. Le télétravail était déjà bien installé depuis pas mal de temps, dans le cadre de toute une évolution de mode de travail. Et au moment des grèves de transport, je vous propose à ce moment-là, j'ai assumé la fonction informatique, on avait quadruplé nos capacités de VPN, donc on était techniquement prêts. Deuxièmement, Aviva à cette date, mars 2020, enfin début de l'année 2020, était dans le groupe Aviva PSC, qui avait pas mal de filiales en Asie. Et donc le coronavirus, on l'a vu arriver, on a commencé à faire notre première réunion, on parlait dans une première réunion de débrief des grèves en janvier 2020, et dès le 5 février 2021, nous sommes mis en comité de crise autour du coronavirus. D'accord. Donc Un nous peu... avons préparé l'entreprise à ce que nous voyions venir au début avec une certaine crédibilité, et puis ensuite avec un certain effroi de cette pandémie qui allait toucher la France. On n'était pas prêts en tant que Français à connaître cela. Si bien que lorsque les consignes sont venues du gouvernement, on était tous devant notre écran. En un quart d'heure ou une demi-heure, nous avons pu envoyer un SMS à tous les collaborateurs qui recevaient régulièrement depuis plusieurs semaines des communications de ma part, leur demandant de partir tous les soirs avec leur PC, avec leur téléphone et les nourrices, en leur disant à partir d'aujourd'hui, vous restez chez vous. Donc, dès le lendemain, à part ceux qui étaient en congé, et quelques genres de collaborateurs qui avaient oublié de prendre leur PC, tout le monde était en télétravail, et ça a tourné comme ça. Et nous avons connu à travers tout ça une autre histoire, plus perturbante, plus inattendue, puisque le 12 août 2020, notre directeur général Monde a annoncé une évolution du plan stratégique d'Aviva, et avec 3 pays cœurs, l'Angleterre, l'Irlande et le Canada, et tous les autres pays allaient être managés pour générer de la valeur. Sous-entendu, préparez-vous à une vente. Alors vous vous rendez bien compte que dans un contexte français, annoncer cela en plein mois d'août, comment cela a pu être ressenti par mes collègues, par mes collaborateurs, naturellement très négativement. Alors aujourd'hui, nous sommes sortis de cette période, puisque depuis le 30 septembre, d'Aviva PSC, nous sommes passés au groupe AEMA. Alors avant de dire tout ce qu'on a fait pendant cette période, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point. En dépit de ces deux histoires qui se sont cumulées, qui se sont entrechoquées, pendant toute cette période, Aviva a continué de croître. Et nous avons eu des chiffres de croissance, notamment dans le marché de l'IA, supérieurs au marché. Et nous avons une activité pleine, et nous sommes en bonne santé financière. Sinon, notre acheteur, le groupe AEMA, ne nous aurait pas acheté le montant qu'il nous a acheté. Et je rends hommage à travers cela à tous les collaborateurs d'Aviva qui ont démontré pendant toute cette période qui a été longue et difficile
une très grande résilience. Et je rends également hommage à mes collègues du comité de direction qui ont su tenir la trajectoire en termes de communication et d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, très rapidement, pendant la période de la pandémie, très rapidement, nous avons accompagné des managers au management à distance. Nous avions déjà fait des formations comment on manage en situation de télétravail. Il a fallu qu'on passe très rapidement comment on manage toute l'équipe en télétravail, 100%. Donc ça a été fait dans les 3-4 jours qui ont suivi en mettant à disposition un certain nombre de documents sur notre intranet. Deuxièmement, nous avons pris en compte la complexité de la vie de nos collaborateurs en réduisant de manière volontariste le temps de travail de tous ceux qui avaient des jeunes enfants, en disant qu'on ne voyait pas comment on pouvait demander à des parents d'enfants bébés, âge primaire, collège, de rester, avant le collège, pardon, de rester, entre guillemets, à 100% sur leur travail en ayant tous les gamins à l'école, à la maison, pardon, excusez-moi. Et donc, nous avons pris des mesures de réduction du temps de travail. Ils pouvaient aller, dans certains cas, jusqu'à 50% de leur temps de travail, sans naturellement aucun impact sur leur rémunération, sur leur jour à congé, sur leur droit à participation et intéressement. Parce que, Jean-François, je me permets de t'interrompre. C'est après qu'on a pris cette décision-là. Et de même, nous avons sans doute été les premiers à ce moment-là. Nous avons accepté toutes les demandes de report de congés, d'annulation de congés, car on s'était regardé au niveau du comité de direction et on s'est dit que si nous, on nous imposait de partir en congé en avril 2020, on n'allait pas se reposer. Donc si nous, on ne supportait pas, on a dit qu'on n'allait pas l'imposer aux collaborateurs et donc on a tout accepté en matière de report de congé. Et ça n'a pas été Jean-François, parce que c'est très intéressant et j'ai l'impression que c'est assez inédit comme mesure parce que ça n'est pas du chômage partiel. Si je comprends bien, ça n'était pas du chômage partiel, c'était une décision d'entreprise finalement. Absolument pas du chômage partiel. On réduisait le temps de travail en continuant de payer à 100% les collaborateurs, en maintenant leur droit à congé, en maintenant, etc., etc. Et en faisant de la croissance. Et en plus, on a été en croissance, tout à fait. Pendant toute cette période. Depuis 3 ans, 4 ans, on est en croissance. C'est hyper intéressant. Vas-y, continue. Cette première mesure, on a essayé d'aller encore plus loin. Alors, premièrement, on s'est dit qu'il fallait qu'on accompagne énormément les managers qui se trouvaient face à une situation nouvelle, extraordinaire. Et donc, on a fait des ateliers où on a réuni, alors il se trouve qu'on a en interne à Viva des coachs. On en a aujourd'hui, depuis quelques semaines, 18. À l'époque, on en avait la moitié, on en avait 9. On a mis en place des ateliers entre managers, animés à chaque fois par 2 coachs, pour que les managers puissent partager entre eux les bonnes pratiques, comment ils faisaient pour maintenir le lien avec leurs équipes. Et ces réunions continuent aujourd'hui, parce que les managers qui en bénéficient n'ont jamais voulu arrêter. Donc on est en train de les relancer après cette période estivale. Ils ont trouvé cet accompagnement de coach, de l'ARH, extrêmement utile pour maintenir leur activité, maintenir leurs actifs à flot. Deuxièmement, avec l'aide de Cali Social, nous avons fait en quelques semaines ce que dans un autre groupe m'avait fallu plusieurs années pour arriver à faire, des ateliers autour du stress et des risques psychosociaux. On a dû faire, je dirais, entre mai, peut-être fin avril, mai-juin, une vingtaine d'ateliers, de webinars avec Camille, oui, avec les équipes de Camille, d'1 heure, 1 heure et demie, où on invitait les managers, on a aussi fait les partenaires sociaux, on a aussi fait nos corps d'inspection, nos commerciaux si on préférait, et on a fait également des équipes en charge des problématiques de succession qui se sont trouvées face à un afflux de charges de travail du fait de la situation. On a essayé donc d'aider, d'apprendre à la fois à nos managers et à nos collaborateurs à parler du stress, à parler des risques de burn-out,
pour que ça puisse sortir et que ça puisse être pris en compte. Et on a mis en place tout un suivi RH avec Cali Social, avec la médecine du travail, avec les assistantes sociales, avec les infirmières et avec tous les partenaires RH pour suivre au plus près des situations de mal-être face à tout ce qu'on était en train de vivre. J'ai une question pour toi, Jean-François. C'est Maryse qui nous demande qui étaient les coachs. Tu évoquais que vous aviez des coachs. C'est interne ou c'est externe? Non, ce sont des coachs internes, c'est des salariés de l'entreprise qui ont reçu une formation en Angleterre au départ, puis maintenant on l'a fait en France puisqu'on est sorti du groupe anglais, qui bénéficient d'un tout un dispositif d'accompagnement et de formation. Donc ça fait partie de notre culture. Donc c'est des salariés, certains sont à la RH, certains sont à l'informatique, certains sont dans le business. On a un responsable d'un département de gestion de sinistre qui est un coach. Et là, nous avons, à l'issue avant l'été 2021, relancé un appel à candidature, ce qui nous a permis de doubler notre population de coachs, et je ne compte pas m'arrêter là. Donc, c'est des salariés qui passent entre 60 et 90 heures par an à faire auparavant du coaching individuel, et je veux dire qu'on a assez mis à l'accompagnement collectif des managers. Et on a naturellement, mais comme toute société, on fait appel par moment à des coachs externes quand c'est des personnes un peu du top management qu'on doit coacher. Super. Jean-François, tu nous évoquais tout ce qui avait été mis en place. Il y a tout ce qui a été mis en place pendant la période et je ne savais pas tout et je suis assez impressionné pour tout te dire parce que je connais quand même beaucoup d'organisations et beaucoup d'actions qui sont menées et je suis pas sûr que ce soit la norme. Je pense que vous avez fait plus que la plupart des organisations en la matière dans cette période. Là, aujourd'hui, on est aussi là pour parler de la rentrée de septembre. Et on a voulu profiter de cette rentrée et du POC qui a été lancé avec Zest pour parler de cette situation un peu particulière du retour au travail et du management hybride. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette rentrée chez Aviva ou alors est-ce on dit Aviva ou Abeille Assurance On peut dire les deux aujourd'hui officiellement. On est toujours Aviva France. On a annoncé le changement de marque la semaine dernière, mais on est encore en train de préparer tout ce qui va bien. C'est qu'à partir de l'année 2022, dans quelques semaines, qu'on sortira, on communiquera plus sur la marque Abeille Assurance, et toutes les déclinaisons que l'on pourra avoir. Donc on est dans une transition. Okay. Et la rentrée, elle a été marquée par plusieurs événements fondamentaux pour nous. Premièrement, le 30 septembre dernier, donc il y a, je regarde ma montre, 22 jours, on a annoncé aux collaborateurs que tous les travaux qui étaient en cours depuis le mois de février 2020, date à la fin février 2020, on avait annoncé que Aviva PSC, donc notre maison mère, entrait en négociation exclusive avec AEMA Group pour céder Aviva France, que tout ce process qui a été relativement à la fois court, intense et long pour les collaborateurs était terminé et que donc le 30 septembre, la propriété d'Aviva d'Aviva France a été transférée à AEMA et le même jour, on a annoncé que du fait du changement d'actionnaire, on avait un changement de directeur général. Et donc, depuis le 30 septembre, nous avons Philippe Michel Labrosse, nous avons le plaisir d'avoir Philippe Michel Labrosse comme directeur général d'Aviva France. Et donc, nous sommes le troisième pilier d'AEMA Group, à côté des mutuelles Aesio
et à côté de la Massif. Quelques jours plus tard, puisque ça a été annoncé le 13 octobre dernier, donc vous voyez la rapidité des choses, ça veut dire qu'il y avait quand même eu en champ tout un travail de préparation depuis plusieurs mois. Nous avons annoncé notre nouvelle marque. Ça a été fait aux partenaires sociaux le 12 au matin. J'ai l'après-midi, et j'y reviendrai, une webconf rapide avec ce qu'on appelle les ambassadeurs du changement et ensuite avec les managers, et j'y reviendrai. On a donc annoncé la nouvelle marque, j'ai répondu aux premières questions, et dès le lendemain matin, dans l'ensemble de nos bâtiments et particulièrement au siège de Bois-Colombes, il avait été mis aux couleurs de la nouvelle marque et de notre futur logo pour communiquer et expliquer ça à l'ensemble des collaborateurs. Donc tout cela, c'est une nouvelle histoire qui commence. Immédiatement après l'autre histoire, avec tout le risque pour le RH que je suis, et qui quelquefois me réveille un peu la nuit, c'est qu'on est passé d'une histoire où c'était notre avenir qui était en cause. Et en septembre, il y a juste un an, notre avenir pouvait passer par un éclatement d'Aviva en deux. Une partie, c'était dans la presse, rejoignant la partie Alliance France et une autre partie rejoignant le groupe Atora, donc une disparition d'Aviva. On a connu tout ce stress jusqu'en février, et puis février, on était dans les attentes, tout ça. On recommence une nouvelle aventure, avec le risque que la fatigue accumulée pendant la première partie ressorte aujourd'hui. Donc c'est pour moi un risque que je gère d'un point de vue RH. Mais c'est plutôt une nouvelle histoire qui commence, avec de nouveau beaucoup d'énergie de la part de nos collaborateurs, beaucoup d'énergie aussi, nous sommes une boîte de distribution, de la part de nos réseaux de distribution et de nos partenaires agents là-dessus. Tout le monde repart sur cette nouvelle histoire et en plus s'inscrit dans les racines historiques de notre groupe, puisque la marque Abeille Assurance était une marque historique dans le monde de l'assurance, puisqu'elle a été créée en 1856, qui a été une très très grande marque, et notre ambition c'est naturellement lui redonner tout le lustre qu'elle a pu avoir dans le passé, en la modernisant énormément. Donc là, on comprend tout ce contexte particulier. Et là, en septembre, c'est septembre, David. En septembre, David, vous avez lancé un test de zest chez Aviva. Comment ça s'est passé? Alors, je ne sais pas, David ou Jean-François, pourquoi lancer Zest? Quel était l'objectif? Et comment les salariés ont reçu, en quoi ça les a aidés par rapport à leurs problèmes? Parce que ça a été un test qui a été lancé. Alors, je ne sais pas si c'est septembre, vous me l'indiquerez, mais le test, il a été validé, ça a été confirmé, l'efficacité, et donc il a été déployé. Vous pouvez nous dire, voilà, pourquoi et quels sont les effets, quels sont les impacts? Alors, je ne sais pas si je laisse répondre David en premier. David, alors ton micro est coupé, David, on t'entend pas. Je disais, je proposais à Jean-François de répondre en premier, mais peut-être qu'il va reprendre son souffle. Non, effectivement, on a eu la chance, et c'était particulièrement agréable d'avoir en face de nous une équipe aussi engagée, et on l'a tout de suite senti dès les premiers contacts qu'on a eu avec Aviva France, avec l'équipe Aviva France. Il y a une très belle équipe, dont Lucas, voilà, qui est pas là, voilà, était un peu un chef de file. Il en passe de voir. Donc, et c'est vrai qu'on a tout de suite, on a tout de suite senti une dynamique, quoi. C'était des gens une organisation qui était lancée, quoi. Et donc on a très vite été dans de l'exécution d'un premier POC, on va dire ça comme ça. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est un proof of concept, hein, donc c'est plutôt un pilote, une expérimentation. Et fort de cette expérimentation, la démarche a été généralisée effectivement en septembre, et c'est au travers notamment d'un outil qui est l'engagomètre, qui est une façon de quelque part d'avoir un vrai
baromètre de pilotage de l'engagement pour décrypter les leviers sur lesquels il faut agir et dans le temps, les résultats de ce qu'on a fait pour voir si ça impacte positivement, si en temps il y a des dégradations qui peuvent venir pas seulement des actions ou du manque d'action qu'on a, mais peut-être de l'environnement dans lequel on se situe, comme on l'a évoqué avec Jean-François, où vraiment l'environnement a été particulièrement changeant chez eux. Et donc voilà, ça c'est. Mais peut-être que ce serait intéressant je pose la question à Jean-François en fait. Comment est-ce que vous pouvez partager le pourquoi et le comment de l'usage et du positionnement de 2S comme complément à tout ce que vous aviez déjà fait dans le passé? Alors, plusieurs raisons à cela. Premièrement, il se trouve que j'ai été, avant d'arriver chez Aviva, dans une autre compagnie d'assurance, où j'étais en charge notamment du baromètre social et de tout ce qui tournait autour des soft skills et de la gestion des risques psychosociaux. Et j'avais une frustration qui était le fait qu'on interrogeait une fois par an les collaborateurs à travers un dispositif extrêmement lourd où on passait énormément de temps à leur dire il faut nous répondre. Et puis une fois qu'on avait répondu, on mettait X mois à étudier les résultats, quelques mois à lancer des actions, puis on était de nouveau dans le nouveau questionnaire. Je voulais avoir un outil beaucoup plus malléable, beaucoup plus réactif, beaucoup plus instantané, et qui puisse ensuite irriguer l'ensemble de l'entreprise, et non pas uniquement managé par le top de l'entreprise. Deuxièmement, de manière ensuite beaucoup plus concrète, on avait une histoire chez Aviva. C'est au mois de septembre, on avait l'enquête annuelle qui s'appelait Voice of Aviva, VOA, qui était organisée par le groupe, sans qu'on ait aucune marge de manœuvre. Et cet outil allait disparaître, puisque je m'étais battu pour qu'il disparaisse dès ce mois de septembre 2020, ne sachant pas au moment où la discussion avait lieu si on serait vendu ou pas à cette date-là. Mais je ne voyais pas demander à des collaborateurs, l'enquête 2020 avait été catastrophique, d'aller répondre à notre actionnaire anglais sur comment il se sentait dans un groupe qui voulait les vendre. Donc on avait fait le POC, on l'a fait plutôt avant l'été. On a vu que ça, avec un certain nombre de conditions, ça prenait. Donc on a lancé ce baromètre, engagomètre, là au mois de septembre, à peu près aux dates historiques qu'on le faisait les années précédentes. Et naturellement, on va l'utiliser de plus en plus pour suivre l'état d'esprit des collaborateurs, leurs attentes, leur humeur, pour voir qu'est-ce qui les empêche de bien faire leur boulot, etc. Je veux vraiment, il se trouve que j'en ai parlé ce matin dans un point de com avec mes équipes, que ce soit un outil de dialogue factualisé, structuré, pour que les collaborateurs puissent donner leur feedback au management et que le management puisse interagir avec eux. Donc, j'avais regardé un souvenir, mais ça avait été très limité là où j'étais auparavant, où on avait eu une très très bonne expérience avec Resting Up. Je suis plus sûr qu'à l'époque c'était déjà ce nom-là, où on l'avait utilisé dans une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs situés en province, et où on avait vu au bout d'un an que le taux d'engagement des collaborateurs avait largement augmenté, était devenu largement supérieur à la moyenne du groupe, tout simplement parce que ça avait permis de recréer des conditions d'un dialogue serein, factuel, et permettant de lancer un cycle bénéfique où on pose des questions, on a des réponses rapidement, on peut améliorer les points à améliorer qui sortent, etc., etc. C'est cette réactivité, cette agilité qui me trouve extrêmement intéressante dans cette solution. Il faut maintenant, et on a encore du travail à faire, que les collaborateurs voient que l'entreprise écoute bien ce qu'il leur dit, ce que les collaborateurs disent à l'entreprise à travers leurs réponses. Et les résultats qu'on a eus sont plutôt bons, en tout cas largement supérieurs à ceux qu'on avait eus en 2020, quelques semaines après les annonces de vente. Fonctionnalités, alors, parce que je sais que Zest fait beaucoup de choses. Rapidement, David, les fonctionnalités concrètes offertes aux collaborateurs sur Zest, c'est quoi? Alors, comme on l'a évoqué, ce qu'on fait avec Aviva en France, c'est effectivement ce baromètre social pensé non pas comme un outil de pilotage un peu statutaire, relations sociales, mais vraiment comme un outil d'engagement, de pilotage de l'engagement. Et donc, c'est notamment ce qu'on appelle l'engagomètre chez nous, avec
avec une structure qui permette de poser les bonnes questions, on va dire, pour identifier les leviers le plus rapidement possible et agir dessus. Et comme l'a très bien dit Jean-François, créer une boucle d'amélioration continue grâce à la donnée, en fait. Même si c'est du ressenti, nous, on a l'habitude de dire le ressenti est un fait. Voilà, il faut le prendre en compte. Même si c'est quelque chose qui peut être subjectif. Donc ça, c'est vraiment la base. Et on sait qu'on manage que ce qu'on mesure. Et le faire avec des boucles d'amélioration, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui se fait Ouais. et qui peut se faire de différentes façons sur différents sujets, sur des transformations d'entreprises, voilà, notamment dans des fusions-acquisitions, dans des réorganisations. Zest est utilisé pour monitorer le ressenti du corps social qui est impacté, bien entendu. Et ça, c'est la première fonctionnalité. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, qui nous concerne aussi tous les deux, Camille, avec Colis Social, c'est la possibilité de donner à l'initiative du collaborateur, quand il en a besoin, et pas en attendant le prochain sondage, eh bien, de remonter une humeur, voire une alerte RH sur une situation délicate qu'il peut ressentir à un instant T, sur lequel, quelque part, il sonne l'alarme, et pour pas que ça soit une bouteille à la mer, eh bien, il y a un système d'alerte qui permet d'aller jusqu'à ton équipe quand le client a souhaité externaliser l'accompagnement psychologique individuel. Voilà. Et puis donc ça, c'est la partie écoutée. Et pour faire très court, les autres parties sont celles finalement de cette conversation qu'évoquait Jean-François entre le manager et son équipe et ses collaborateurs. Et ben, c'est un peu la même histoire. Le baromètre annuel, c'est peut-être pas suffisant. Il faut des conversations plus continues pour mettre en succès et en mode d'épanouissement les collaborateurs. Et donc, on a des rituels qui sont configurables dans ZES pour traiter les ressentis, faire le point sur les objectifs, les compétences, de manière beaucoup plus régulière, avec quelque part la posture de manager-coach. Alors, merci beaucoup David et merci Jean-François aussi de nous raconter tout cela et nous partager toute cette expérience parce que moi je pense que c'est toujours ce qu'il y a de plus riche pour s'inspirer et puis gagner confiance dans les endroits sur lesquels il faut aller. Ma question suivante, elle est très simple, c'est qu'en ont pensé les collaborateurs, qu'en ont pensé les managers? Jean-François, est-ce que tu as eu des retours? Alors, je sais que tu as décidé d'étendre le dispositif, donc c'est que quelque part les retours étaient positifs. Mais est-ce que tu peux nous parler justement de ce qu'ont ressenti les collaborateurs au sein de ton organisation? Alors, comme je disais tout à l'heure, le POC a eu lieu avant l'été et nous avons utilisé la fonction engagement sur tout le périmètre de l'entreprise en septembre. Nous n'avons pas encore utilisé les autres fonctionnalités sur toute entreprise. Ce que je peux dire de l'expérience aujourd'hui qu'on a acquise, c'est que premièrement, l'ensemble des outils mis à disposition sont utiles. Et notamment la fonction humeur. Alors je suis un très gros consommateur de data, mais la fonction humeur dans le sens qu'elle me permet d'avoir les humeurs les plus négatives. Je me tourne vers Lucas, je crois que je reçois les 0, les 1 et les 2, si mes souvenirs sont exacts. En dessous d'un point 5. Et quand quelqu'un met surtout un commentaire dans son humeur basse, ça me permet de voir quel est l'irritant, quel est le problème auquel sont confrontés l'ensemble des collaborateurs. Et quand il y a une uniformité des messages qui remontent sur un sujet, ça permet de le traiter, de l'adresser, de prendre en compte et de dire aux collaborateurs, on vous a entendu. Alors peut-être qu'on va mettre 6 mois à corriger le point, 9 mois à corriger le point, mais au moins le message a été entendu et quand on va déployer cette fonction humeur sur l'ensemble de l'entreprise, il va falloir que l'ensemble de l'entreprise sache donner le feedback sur ce qui est remonté. Et pour moi, ça c'est essentiel. Analyser tous les verbatims. Et là, il faudra qu'on se développe. On a commencé à faire des expériences et il faut qu'on approfondisse à faire des analyses en langage naturel pour aller très vite et détecter les signaux faibles, les signaux forts pour agir dans le meilleur sens, dire les impossibilités qu'on a. Quelquefois, on ne peut pas agir immédiatement. Quelquefois, il faut être patient. Mais encore une fois, le fait de reconnaître qu'il y a un point qui remonte, c'est déjà un point de progrès dans la transparence que les collaborateurs entendent. Dans beaucoup de baromètres, on parle de communication transparente et honnête.
Zest peut nous aider à donner cette transparence et à donner cette honnêteté en reconnaissant les points qui ne permettent pas à nos collègues de se donner à plein dans leur travail. C'est ce qu'ils veulent. Et en fait, ça suit le principe de on ne traite que les problèmes dont on a conscience, en fait. Donc, c'est vraiment, si j'ai pas conscience d'un problème, je peux pas le traiter. On se donne les outils pour être conscient des problèmes que l'on vit. Et comme tu le dis si bien, Jean-François, parce que c'est souvent, moi, c'est ce que j'entends aussi, qui fait peur au sein des organisations, à savoir, le jour où je vais demander aux gens s'ils vont bien, ils vont me dire qu'ils vont pas bien et donc je ne saurais pas traiter. Donc je préfère pas poser la question. Alors je caricature au maximum, mais on retrouve un petit peu cette dynamique quand même. Je préfère pas poser la question, comme ça je ne suis pas gêné par rapport à la réponse. Toi tu fais l'inverse, tu dis je vais poser la question, je vais avoir des réponses négatives. Peut-être que j'aurai pas de solution à apporter immédiatement, peut-être que ça prendra du temps, mais je préfère que les problèmes soient posés sur la table plutôt qu'ils restent sous le tapis et qu'on fasse comme si ils n'existaient pas, quoi. C'est vraiment ça ce que j'entends dans ce que tu dis, Jean-François. Tout à fait. Le non-dit est le pire. Je n'ai aucun problème pour refuser, donner une réponse négative à des demandes. Je ne veux pas ignorer la demande. Parce que sinon, c'est mentir. C'est pas faire son job de manager, de responsable de l'entreprise et de DRH. Et est-ce que tu as suffisamment de recul déjà avec l'expérience qui est encore récente, mais de situations qui ont été remontées tout en préservant bien sûr voilà, tous les engagements déontologiques que tu dois prendre vis-à-vis de tes collaborateurs et vis-à-vis de ton organisation, mais peut-être des éléments à nous partager, ou est-ce que c'est trop tôt tout simplement? C'est trop tôt aujourd'hui et il faudrait que je retourne dans tous les retours d'avant l'été. Il y a eu tellement de choses que c'est un peu compliqué. Il va falloir, dans le point que j'ai en tête d'amélioration, mais où il nous faut plus de cas, plus de retours, plus d'expérience, c'est l'utilisation de l'outil en local, l'utilisation de l'outil par les managers eux-mêmes. Pour l'instant, nous n'avons fait que des sondages, engagomètres globaux, avec pour tout le monde les mêmes questions. J'aimerais qu'on arrive à utiliser dans des équipes de taille moyenne, pas trop petites parce que sinon il y a un problème de confidentialité, mais de taille moyenne, des sondages pour que les problèmes locaux, les problèmes d'équipe puissent être analysés, puissent remonter. À mon niveau, c'est global à Viva, ou par grandes équipes. Il faut qu'au niveau de chaque ligne de business, équipe d'une centaine de collaborateurs, on puisse avoir le même travail et la même transparence. Et là, très honnêtement, la crainte dont tu parlais tout à l'heure, compte tenu de la nouveauté que ça représente, il faudra qu'on l'accompagne et il faut y aller lentement pour que tout le monde s'approprie l'outil et ne prenne pas les résultats comme une note personnelle. Ce qui est toujours un peu le danger, de ne pas personnaliser le retour, parce qu'effectivement, si on considère que quand il est à une note d'engagement bas, c'est le manager qui est noté, il n'aura pas envie de continuer. Donc il faut apprendre aux managers comme aux collaborateurs à dépersonnaliser tout ça pour que ce soit factualisé et que ce soit un dialogue entre adultes qui naît et non pas un dialogue, c'est moi que vous me jugez, je suis pas bon, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est intéressant. Ah, vas-y, David, tu avais une question? Non, ce que je dis, Jean-François, sur l'accompagnement de la dynamique, finalement, est clé. C'est-à-dire qu'on a effectivement les freins classiques de vaut mieux mettre sous le tapis, voilà, comme ça je ne serai pas embêté. Et puis, deux, il y a le jugement quelque part on va prendre. Et en tant que manager de proximité, on va être un peu entre le marteau et l'enclume. Et c'est des positions qui peuvent être très inconfortables. Et c'est pour ça que on recommande pas, par exemple, de mettre des systèmes de scoring, de bonus, de primes sur des notes, on va dire, d'évaluation un peu de l'engagement trop tôt. Parce qu'il y a des entreprises qui le font très vite et en disant, voilà, on a décidé de le faire, on le fait. Il faut déjà donner confiance dans le manager que ça va pas, qu'il aura les outils, et ce que tu as très bien montré,
Jean-François et son équipe est l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas OK, je dois m'améliorer en tant que manager sur ma capacité à faire du feedback. Bon, bah voilà. Si on me dit on dit pas simplement que je suis un mauvais feedback tout de suite et que c'est définitif, mais que je peux m'améliorer et qu'on va m'accompagner pour ça, et bien dans ce cas-là, je suis dans une démarche professionnelle du management qui m'intéresse quelque part. Je vais m'épanouir en tant que manager, je vais grandir. Et c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter sur l'ensemble de la chaîne. C'est pas simplement le taux de participation à un sondage qui compte pour mesurer un succès. C'est vraiment cet embarquement. Et d'ailleurs, on recommande de sonder les managers en particulier à certains moments pour comprendre comment ils s'approprient la démarche et ils deviennent des acteurs et des consommateurs, on va dire. Ouais, ouais. Et ce que je trouve intéressant aussi, ce que j'ai noté, c'est oui, c'est important de mettre les problèmes sur la table. Non, il ne faut pas le faire n'importe comment. Si on le fait trop vite, trop tôt et que on n'est pas en capacité d'accueillir cela, ça a l'effet contraire. Et ce que tu dis, David, et ce que disait Jean-François corrobore avec ce point-là. Et c'est bien parce que finalement, faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire, on peut avoir une vision progressiste du monde du travail, mais il faut pas non plus être naïf. Faut reconnaître l'endroit où on est et avancer pas à pas. Finalement, Jean-François, tu disais, il faut avancer lentement, il faut avancer étape par étape pour éviter de faire des erreurs. Il est 14h57. On a démarré un petit peu plus tard. On a fait avec les moyens du bord. J'adorais. J'avais un commentaire au début qui disait on a le son bateau en mer. Mais je pense que ça a très bien fonctionné. Moi, ma question maintenant, c'est Jean-François, elle est pour toi. Et c'est ma dernière question. Je vais ouvrir les votes en même temps. C'est quoi les prochaines étapes pour Aviva, pour Abeille, sur ces questions d'engagement des collaborateurs? Et j'ai ouvert un sondage d'ailleurs pour tous les participants. N'hésitez pas à participer. En cette période, la priorité des RH doit être, selon vous, il y a plusieurs propositions. Ça nous intéresse d'avoir vos retours. Et en attendant que les gens participent au sondage, Jean-François, chez Aviva, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Alors, les prochaines étapes sont assez lourdes et assez nombreuses. C'est premièrement, la nature du rapprochement qu'on a avec AEMA est très étonnant, puisque c'est un rapprochement qui nous laisse entiers. C'est pas une fusion, c'est pas un éclatement. Aviva, avec toutes ses filiales, tel que j'ai expliqué au début de mon intervention, rejoint le groupe AEMA pour former le troisième pilier. Et je vois aujourd'hui, alors certes on a un changement de marque qui manifeste tout ça, mais les collaborateurs dans l'assurance ont tellement été habitués à des fusions, ils ont du mal à percevoir qu'on a changé d'actionnaire, qu'on est rentré dans un groupe qui a une autre culture, mais qu'on y rentre tel qu'on est et on va y rester tel qu'on est. J'ai beaucoup de questions. Qui sait, mais est-ce que notre contrat de travail va changer? Est-ce qu'on aura toujours de la participation cette année puisqu'on est sorti de l'Aviva PLC, etc. Donc, c'est de faire comprendre et d'accompagner ce changement, d'où le fait qu'on ait mis en place un réseau d'ambassadeurs du changement pour être au plus près des collaborateurs, en plus des managers. Et j'ai cité très rapidement tout à l'heure, j'ai instauré depuis un an maintenant, depuis un an, un dialogue de proximité avec tout le management, et donc maintenant on développe avec les ambassadeurs, où une fois par mois, j'ai une webconf avec eux, où j'aborde tous les sujets et je réponds à toutes les questions. Toujours le même réflexe, avoir une communication aussi transparente et aussi honnête que possible. Alors, mes priorités donc sont bien d'accompagner ces changements, puis on a le retour sur site, que connaissent toutes les entreprises avec toutes les difficultés, et on a les mêmes. Et on va se retrouver également à lancer des réflexions sur nos modes de travail, comment on évolue après l'expérience confinement en matière d'organisation du travail. On était déjà pas mal en avance, puisque depuis 2018, on était à 2 jours de télétravail. Depuis 2009, le télétravail a été instauré chez Aviva. Merci à mes prédécesseurs. Où on va demain? Beaucoup de questions ne seront pas à 3 jours. Je pense que l'expérience qu'on a vécue avec le confinement, c'est que la question ne se pose plus en nombre de jours, se pose vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en télétravail,
qu'est-ce qu'on doit faire dans les sites, quel est le sens du travail sur site, quel est le sens du travail à distance. Je ne vais pas développer plus, parce que sinon on reprendrait pour une heure. Et puis il y a tous les autres changements de l'entreprise, de nos sociétés, qu'il faut accompagner dans la culture d'Aviva, que j'ai décrit rapidement tout à l'heure, qui est une culture de bienveillance. On a un slogan que j'ai trouvé en arrivant et que j'adore. Aviva, c'est l'assurance d'être soi-même, avec le respect de toutes les différences, l'utilisation de la richesse de toutes les différences. C'est tout ça qu'il faut que je continue. C'est un beau programme en tout cas, et on voit qu'il y a plus, on voit qu'il y a beaucoup de travail encore devant Aviva, et c'est hyper intéressant, et c'est intéressant de voir aussi comment une équipe RH peut adresser tous ces challenges finalement vis-à-vis de sa problématique de l'engagement des collaborateurs et de maintenir des conditions de travail et de maintenir une santé mentale de ses collaborateurs au top. En plus, les chiffres que tu nous annonces sur voilà, la croissance et ces éléments sont très positifs et montrent que tout ceci est lié. Alors, je ne sais pas si c'est le seul élément, mais en tout cas, c'est toujours très positif. De favoriser naturellement. Il est 15h02. On arrive au bout de ce webinaire. On a un peu dépassé de 2 minutes parce que avec les joies du direct et les quelques soucis techniques, je voulais alors évidemment il va être en replay. Il y a eu beaucoup de questions, Jean-François. Bon, j'ai pas pu les poser parce que voilà, le temps passe et il faut qu'on clôture. On va écrire après, hein, pas de problème. Super. On va vous envoyer à tous les participants. Merci, un grand merci à vous d'avoir été présents et d'avoir partagé avec nous ce moment. On va vous adresser, vous savez, on a l'habitude d'adresser une série d'outils. David, côté Zest, vous a transmis dans le chat un certain nombre d'outils, des entraînements du manager coach. Voilà. On va faire un récapitulatif de tous ces outils. On va vous les mettre dans le compte rendu du webinaire avec les outils de Cali Social. Vous verrez, on vous a prévu quelques outils également. Et puis il y a eu des questions qui ont été posées, donc je te les soumettrai, Jean-François, derrière, et si tu peux nous apporter quelques éléments de réponse, parce que ça a intéressé les participants de pouvoir revenir sur ce point-là. Voilà, écoutez, voilà, j'ai merci Maher qui était de Tunisie aujourd'hui, Jean-François, avec nous, directeur qualité d'une organisation en Tunisie. On avait vraiment des gens d'un peu partout. Merci à tous, merci inspirant, nous dit Frédéric, Jean-François. Donc merci à toi, Jean-François, pour ta participation. Merci à tous d'avoir été présents. Évidemment, on vous envoie tous les éléments. On se tient à votre disposition si vous avez des questions, quoi que ce soit, sur toutes les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. N'hésitez pas aussi, vous allez recevoir un questionnaire avec un certain nombre d'éléments, des notes, etc., mais aussi des feedbacks à apporter. Si vous avez des questions, des sujets importants, je m'adresse à l'audience. Si vous avez des sujets importants à adresser, n'hésitez pas à nous les écrire, à nous les donner. Ça nous permet de nous alimenter. Et puis derrière, dans le prochain webinaire, comme ça nous permet de les mettre à l'ordre du jour. Voilà, j'ai Anaïs qui dit « On pourrait écouter Monsieur Haute pendant des heures ». Jean-François. Merci Anaïs. Il faut qu'il lance un podcast. Bon, et puis n'hésitez pas à suivre. D'ailleurs, comment on peut suivre l'actualité de Jean-François en se connectant sur ton LinkedIn ou sur le LinkedIn d'Aviva? Oui, sur le LinkedIn d'Aviva, puis on fait quelquefois des sujets purement RH. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la marque qu'on privilégie. Bon. Mais écoute, merci beaucoup. Et puis, voilà, il y a plein de messages très, très positifs. Donc, merci à tous. Merci à toi, Jean-François. À très bientôt. David, merci d'avoir été là et merci d'avoir animé ce démarrage avec moi. Et voilà. Et je vous salue tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.